eerste beslissing die genomen is. Op een bepaald ogenblik krijg je het ontstaan van de Europese gemeenschap. België wil daar in Brussel vooral een belangrijke rol in spelen. Als je een belangrijke rol wil spelen, ja, oké, dan moet je een stuk van je stad ter beschikking stellen van die mensen die komen. Waar dat ergens gaat inplanten, dat is natuurlijk een vraagteken. En dat zal een beetje bepaald geweest zijn door de eerste inplanting die er geweest is. En waar begint je met inplanting? In de Weststraat. De Weststraat is je slagader van de ganse land. En daar gaat je ook in eerste instantie, als we gedacht hebben, oké, het einde van de Weststraat, gaan we ook dat eerste gebouw van de Europese gemeenschap zijn. Maar niemand heeft waarschijnlijk gedacht op dat ogenblik, dat buiten het Berlaymont-gebouw er nog zoveel andere gebouwen gingen komen achteraf. Moi, je crois que l'esprit européen, c'est de se dire on a tout avantage à faire les choses ensemble plutôt que de les faire séparés. Dunque ero un emigrato come tanti altri. Nous avons été le premier couple, le premier mariage européen. On passait de l'un à l'autre, d'un service à l'autre en fonction du nombre de personnes qui manquaient. Tikken, tikken, tikken. Machine, op de machine tikken. J'étais la seule locataire du parc Léopold, la Châtelaine. Les Belges sont très clairvoyantes, et surtout les affaires. Quand les différentes capitales luttaient pour savoir où ce siège serait, Paris, Milan, tout le monde voulait, mais personne n'avait, surtout les grandes villes comme Milan, les métropoles, n'avaient pas possibilité de loger immédiatement les institutions. Et les Belges disaient, s'ils viennent chez nous, provisoirement, nous leur trouvons la place. Au début, quand on est allé la première fois à Val-Duchesse, on s'est aperçu de l'état du château, qui avait été laissé tel que les Allemands l'avaient abandonné. Les plafonds étaient noirs, il y avait le local où se trouvait la personne qui était la personne qui gérait le château. Il y avait une bibliothèque qui était tout le long du mur, et il y avait une partie de la bibliothèque qui se déplaçait, et il y avait un coffre-fort en dessous de l'escalier en marbre. Et ce coffre-fort était dans l'état où il avait été explosé. On avait ce beau château, et puis on avait à midi, quelqu'un nous faisait à manger, on pouvait promener. Ça, c'était le début, très, très dur pour travailler, parce qu'on était peu. L'institution était, les membres étaient déjà là, mais tout le monde s'y mettait. On arrivait vers 9h, 9h30 à Val-Duchesse, et là on travaillait jusqu'au moment où c'était fini. On n'avait pas d'horaire précis. D'ailleurs, le premier jour que j'ai été, donc le 1er mai 58, je suis rentré à minuit et mon père m'a engueulé parce que j'étais rentré à minuit. Il m'a dit, tu as un nouvel emploi et tu es sorti. Je dis non. Et je lui ai donné le numéro de téléphone de mon patron en disant, tu téléphones à cette personne et tu auras l'explication de ce qui se passe. Et ainsi, il n'y avait pas d'horaire. À partir des années 60 jusqu'à, je crois que c'est 61, 62, on a quitté le Val-Duchesse pour aller au Ravenstein. Mais au Ravenstein, il n'y avait pas encore de salle de réunion. Alors moi, je restais à Val-Duchesse pour faire la liaison téléphonique avec le Ravenstein. Quand on a eu les salles au Palais d'Egmont, à ce moment-là, on a transféré la totalité du matériel. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Europe, bon, c'est connu, on sait que les institutions sont connues et c'est même de plus en plus de personnes, enfin il y a énormément de candidats qui aimeraient bien travailler ici, mais au début pas. Hein. Il n'y avait personne qui voulait venir. On le savait qu'on était des pionniers et surtout des pionniers non assurés. Car l'Europe à l'époque, c'était pas sûr, vous vous rappelez encore de la chaise vide de Gaulle et tout cela, à ce moment-là, c'était pas sûr du tout que l'Europe allait continuer. Donc à plusieurs fois, il y avait des crises où c'était vraiment pas évident. Hein. Ceux qui sont venus étaient des personnes qui soit aimaient bien de risquer, soit assez jeunes pour dire ok, si ça marche pas, je fais autre chose. Je peux toujours rentrer dans mon pays.
C'était mon cas. Je n'étais pas du tout dans un besoin de quelconque. C'était le moment de plein emploi. En Allemagne, je pouvais travailler où je voulais, en fait. C'était vraiment pas ça. Et rien que l'idée que l'Europe demain aurait donné la paix, important, parce que c'était l'après-guerre, et que surtout, moi-même, j'ai pensé à ce moment-là, je n'avais pas d'enfant à l'époque, je n'étais pas marié, j'ai dit, pour les jeunes demain, extraordinaire. Déjà à l'époque, on parlait du monnaie unique, de la fiscalité, de l'économie, on parlait de tout cela, et on rêvait, et on avait un enthousiasme fou. Je dirais qu'après, c'était une grande famille. On se connaissait tous à Bruxelles. Maintenant, en étant 27 pays, c'est beaucoup, mais enfin, mais à l'époque, c'était autre chose, il y avait plus d'échanges. On se connaissait mieux. C'était une grosse famille, et on connaissait les personnes à la rue, on se voyait, on se saluait, on se papotait. Même si on ne travaillait pas ensemble, hein, on se connaissait. Aujourd'hui, on est loin de là. Als we in 1971 begonnen zijn, dan was dat nog niet zo vanzelfsprekend dat je echt in de Europese wijk als dusdanig zat. Omdat de achterkant van het gebouw, bijvoorbeeld, daar had je echt nog gewone woningen. Had je nog gewone winkels, cafeetjes. Ik denk aan de Etterbeekse Steenweg bijvoorbeeld. Ja, als we nu even door het venster kijken, achteraan zien we een open vlakte met een parking. In die tijd waren al die zaken nog bebouwd. Dus was het echt nog een gezellige omgeving langs die kant. En was daar die zijde van de Residenceplas, de achterkant, nog niets te merken van een Europese wijk. Het was nog een gewone woonwijk op dat ogenblik. En heel wat van die gebouwen zijn pas achteraf gebouwd. Certaines destructions malheureuses au départ pour pouvoir fournir immédiatement suffisamment de bureaux. Et comme c'était pas encore très grand, il fallait rester au centre. Pour trouver le centre, on a abattu certaines choses qu'on pensait peut-être pas aussi intéressantes pour mettre des bureaux, ce qui plus tard on s'est rendu compte que peut-être avait été une erreur. Mais grâce à ça, la capitale est revenue. Si on n'avait pas détruit, Bruxelles peut-être n'aurait pas eu cette chance, que moi je considère une chance en fait, peut-être pas tout le monde. Eind van de jaren 60 heeft men dan, op het moment als men begon aan gebouwen af te breken met het oog op de uitbreiding van de Europese zone, misschien de fout begaan van een stuk van het gebouw, de Residenceplas, richting Wetstraat ook af te breken en daar een nieuwbouw tegen te plaatsen. Dat leek ons een beetje qua architectuur niet zo'n goed idee. Gelukkig is intussen die nieuwbouw al terug afgebroken, zit men in een volgende fase en gaat men terug een nieuwbouw plaatsen langs die kant. Waar dat dus ja, zeer binnenkort, binnen een paar jaar, onze nieuwe minister-president van Europa zal gehuisvest worden. Il s'est passé une fripouillerie carabinée. Il y a eu des expropriations et il y en a notamment une célèbre à l'angle de la rue de la Loi et du Rond-Point. Là, il y a eu une expropriation qui a été assez curieuse. C'était la veuve d'un juge qui habitait là. Et elle est restée jusqu'à la construction des deux bâtiments de l'avenue de Kortenberg et de la rue de la Loi. Donc elle était prise en étau. Elle a tenu le coup vraiment très très longtemps, jusqu'au moment où, paraît-il, elle a eu vraiment des sommes extraordinaires pour quitter ce bâtiment. Ça, c'est un cas dont je me souviens très bien. On a pris une position assez différente des habitants
qui étaient autour du Berlaymont, de la rue Froissart par exemple, où ça a été dramatique. Les habitants ont vraiment été poussés dehors peu à peu et certains ont résisté vraiment jusqu'au bout en s'usant. Et c'était pas ce qu'on voulait. On savait qu'on n'allait pas empêcher l'Europe de s'installer ici. Bon, fondamentalement, on a un esprit européen, on était ouvert à ça. Et ce qu'on voulait, c'était que ça soit accompagné et que ce soit fait, je dirais simplement, de manière raisonnable. On a eu un moment de colère parce qu'on avait vraiment l'impression à ce moment de se faire posséder. On a vraiment, toute l'histoire du Parlement européen, on a dû vous l'expliquer, elle est un peu bizarre. Ça veut dire que l'État a délégué des constructeurs d'un centre de conférence, pas du Parlement européen. Et on a des gens qui sont venus investir une mission comme ça ici pour construire un truc. Et nous, on s'est organisés pour, non pas pour aller contre le Parlement européen, ce qu'on savait qui serait le Parlement européen, mais pour aller contre les nuisances. Et ces gens avaient toujours 10 longueurs d'avance devant nous. Parce que quand on mettait un spécialiste et qu'avec nos moyens on payait un spécialiste, ils en avaient 10 en face. Grâce à l'accord cadre et au dialogue qu'on a eu, on a pu faire rencontrer les intérêts des habitants. Et il y avait évidemment les intérêts des constructeurs et les intérêts des ouvriers. C'est l'accord cadre du 30 juin 1988. Je peux vous le montrer. Je vous en trouve une. Il faut s'entendre sur un certain nombre d'objectifs pour veiller au développement du quartier. Veiller à reloger les gens, il faut veiller à la sécurité des chantiers, préserver le patrimoine, et il faut évidemment s'occuper de la circulation et de l'animation culturelle. Je connais 4 quartiers européens. Il y a évidemment Schuman, il y a Luxembourg, il y a Strasbourg et il y a le Parlement. Il y en a un seul qui est habité, les 3 autres sont les déserts, c'est tout. Nous, on a gardé les habitants, on a gardé une vie, on a gardé une capacité d'accueil et une capacité d'échange et une capacité de dialogue avec le Parlement, avec les usagers du Parlement européen. Si je ne peux retirer qu'un seul bénéfice de 20 ans de lutte de l'association du quartier Léopold, c'est celui-là. J'étais la seule locataire du parc Léopold. Ma voisine, en fait, avec laquelle j'avais le plus de contact, était la personne qui nous avait montré la première fois le petit bâtiment. La tour, elle datait de 1480. Et en 1650 seulement, une petite annexe a été faite. Mais c'est quand même tout petit. Et puis, pas moyen de mettre des meubles. C'était soit des fenêtres, de l'escalier, une cheminée. Mes seuls, disons, contacts dans le parc étaient les jardiniers. On se parlait et on se contactait. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, ils sont venus mesurer ici. Et y avoir, paraît-il, une crèche pour le marché commun. À l'époque, ça, c'était encore le marché commun. C'était à 1 mètre du bâtiment, hein, à 1 mètre de cette tour ancienne. Je peux vous montrer une photo. Ils avaient prévu de faire une crèche. Alors là, je me suis précipitée. J'ai vraiment fait une demande auprès du gouverneur de la province de Brabant pour faire classer ce bâtiment. J'ai réussi à faire classer le bâtiment dans le contexte du parc Léopold, qui était également classé parce que le parc Léopold était en danger de disparition ou de quelque chose par les autoroutes urbaines qui étaient planifiées à ce moment-là. Expat, c'est un mot anglais qui dit celui qui ne vit pas dans sa patrie à lui, mais qui fait sa vie, sa carrière ailleurs que dans sa patrie à lui. Expatriés, oui, sûrement. Surtout les premiers, parce que eux, ils sautaient dans le vide. C'était moins dramatique que celui qui allait tomber dans la mine.
Je pense qu'on doit être beaucoup plus proche aux gens, entre guillemets, qui sont non européens. Je dis ça comme ça. Il faut donner la main, être avec eux, discuter avec eux, parce qu'ils seront les Européens de demain. J'allais dire un malheureux qui veut une vie meilleure. Oui, je vois trop expatriés et immigrés. Je devrais réfléchir à la nuance. Quand on me demande où j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, je dis que j'étais un ouvrier. Dis mais où? De l'Europe. Là, on me demande pourquoi je dis cela et j'explique où je travaillais. C'est beaucoup plus facile. Eurocrate. J'ai toujours détesté l'eurocrate. Je ne sais pas le dire, vous voyez. Bon, enfin, chacun ses goûts. Ils peuvent s'appeler comme ils veulent. Een expat is iemand die zich uit zijn pad, zijn vaderland voelt. Dat heb ik dus niet, dat gevoel. Want ik woon hier nu 50 jaar. Eurocrate, j'aime pas ça. Parce que l'eurocrate, c'est cette connotation de gens qui sont bien payés, qui sont dans leur bulle et qui travaillent comme ça sans s'occuper du restant de l'Europe. C'est comme quand on dit dans la presse « Bruxelles a fait ça ». C'est pas Bruxelles, mon Dieu, c'est la Commission. Ce sont des fonctionnaires qui travaillent dans quelque chose qui a été défini par les chefs d'État d'abord. Les Bruxellois, ils sont presque beaucoup importés, hein. Des vrais Bruxellois. Bah, moi aussi, je suis importée, hein. Je crois que Bruxelles a été déjà assez européen avant. Enfin, pas seulement européen, cosmopolite plutôt, car Bruxelles n'est pas une ville belge. Bruxelles est une ville avec beaucoup d'habitants d'un autre pays, des cultures d'autres pays. Ceux qui nous ont installé l'Europe là n'ont pas du tout pensé l'histoire en termes urbanistiques. On nous a jeté une soucoupe volante comme ça, ou une tour en béton, ou un volume en béton extraordinaire, en disant débrouillez-vous avec. Et comme on n'est pas sûr que vous vous débrouillerez, mais d'abord on tape tout à l'intérieur pour que eux soient contents, et puis on verra pour vous. Ils viennent comme fonctionnaires, ils viennent pour travailler, ils ne viennent pas pour faire des relations publiques, hein. Il ne faut pas que les Européens restent entre eux, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, parce que bon, il y a pas mal de fonctionnaires européens qui habitent dans le quartier et avec qui on s'entend très bien et qui participent aux actions de l'association, etc. C'est ma ville. Je suis né à Catania, hein, c'est aussi une belle ville, ou Palerme, ou Rome, etc. J'aime cette ville comme j'aime Rome, comme je peux aimer Paris, comme je pourrais aimer... Mais j'aime Bruxelles. Bruxelles, c'est ma ville, désormais. Et j'ai une chance énorme. J'ai l'Italie et j'ai Bruxelles, parce que c'est important. J'ai deux capitales, deux villes magnifiques que je peux y vivre, dont je me sens bien. Je me sens mieux peut-être à Bruxelles. Je peux critiquer la construction et tout cela, mais je suis certainement bruxelloise, plus qu'autre chose, car je n'ai jamais vécu aussi longtemps comme à Bruxelles. Ouais. Et puisque je me sens bien dans le voisinage, je me sens bien sur les marchés, dans les ventes publiques, dans les théâtres, les cinémas et tout ça. Oui, c'est certainement très... C'est une ville, je trouve, très agréable à vivre. Il faut interroger tout le monde, il faut essayer d'obtenir un résultat pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie ici, qu'est-ce qu'ils ont envie de trouver, comment est-ce qu'ils vont circuler, comment est-ce qu'ils vont trouver du plaisir à circuler et à dire ce quartier-ci est le nôtre. Si c'est pour acheter, habiter, pour ne pas prendre la voiture et s'enfermer derrière des grilles en fer, ça ne nous intéresse pas. Oh ben, il est encore à construire, hein. Mon rêve, il n'est pas... Ben, si on arrive à ce qui est à reconstruire par exemple des ateliers d'artistes, qu'on puisse rencontrer des gens qui viennent travailler au Parlement et puis des gens qui habitent là ou qui viennent chez des amis, oui, que ce soit une vie de ville où les gens se rencontrent.
C'est une grosse bousculade. Mais d'un autre côté, c'est nous projeter dans le futur. Et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Je ne sais pas ce que le Bruxelles des années 60, là, juste bousculé un peu par les petites crises que nous avons vécues, serait devenu si l'Europe n'était pas ici. Donc, c'est un défi, c'est une chance.